Toute une semaine pour Mark Carney. Il est de retour au pays après avoir prononcé un discours remarqué à Davos, en Suisse, au Forum économique mondial. On accueille notre trio du jeudi. Carl Bélanger, Amanda Simard, Émilie Foster. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, monsieur. On voit des images de M. Carney à son arrivée à Québec aujourd'hui parce qu'il a décidé de réunir son cabinet dans la vieille capitale, accueilli par qui? Nul autre que le bonhomme Carnaval et M. Carney qui a tenu tout au long de son allocution cet après-midi à lancer un appel à la population, un appel à l'unité canadienne. On va l'écouter. L'unité ne passe pas nécessairement par l'uniformité. Que nous pouvons partager un pays sans nous conformer à une identité unique. Nous consolidons notre force à l'intérieur de nos frontières et renforçons notre résilience en diversifiant nos partenariats à l'étranger. Alors, vos impressions sur ce discours de M. Carney qui continue de miser justement sur le sentiment de patriotisme canadien. Amanda, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, alors premièrement, on voit du français. Ça s'améliore et ça a l'air pas mal bon. Je pense qu'il parce qu'on est à Québec, ça aide. Oui, c'est ça. C'est ça, ça met un peu de pression. Je pense qu'il a établi les bonnes priorités. On parle d'abordabilité également. Mais les défis sont grands et ils vont s'en venir vite. On pense au coût du logement, oui, qui a baissé, mais le prix des maisons, le prix des loyers, mais ce n'est pas des gains qui se concrétisent pour tout le monde. C'est vraiment les coûts récurrents. Il va falloir voir des changements sur les prix, par exemple, les coûts fixes, l'épicerie, qui est très, très difficile à contrôler. Donc, ça va être un grand défi pour M. Carney et son équipe de communiquer à l'électorat qui a vraiment fait tout en son pouvoir pour baisser les coûts, qui sont des coûts que tout le monde doit faire. Donc, ça va être vraiment difficile. Mais je pense qu'il a vraiment eu le bon ton. Et ça reste à voir ce qui va venir dans les prochaines semaines. Oui, c'est ça. On sent que peut-être les Canadiens sont encore patients, mais vous dites qu'il va falloir livrer éventuellement des résultats, livrer la marchandise. Carl? Oui, bien, son discours d'aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu plate, sincèrement. C'est sûr qu'en comparaison avec son discours à Davos, disons qu'on était plus inspiré par ce qu'il a dit à Davos. Les circonstances ne sont pas les mêmes, bien sûr. On avait une touche un peu plus peut-être partisane aujourd'hui. Mais bon, les comparaisons entre la conquête britannique, les plaines d'Abraham, les clichés, on en a mis en masse. C'est pas venu vous chercher. C'est pas vraiment venu me chercher. Mais le discours à Davos, c'est venu chercher bien des gens. Et c'est là où la barre a été placée haute pour Mark Carney. Et c'est la deuxième fois où il la place haute par rapport aux États-Unis. Et c'est là que ça va être intéressant parce que, après la campagne électorale, Mark Carney est entré plutôt dans une logique d'apaisement avec Donald Trump. Là, il a remonté les coudes, finalement, à Davos. Mais ça va durer combien de temps? Et ça va se concrétiser comment? C'est ce que les Canadiens veulent savoir. OK. Émilie, vous avez retenu quoi? Son discours à Davos était exceptionnel, absolument remarquable. Celui aujourd'hui à Québec, bien, j'ai l'impression que ça ressemblait davantage à une adresse à la nation, hein, presque la symbolique aussi de la citadelle, hein, qui a été construite, souvenez-vous, au 19e siècle. Pourquoi? Pour nous protéger contre l'invasion américaine. Alors, il y a de la symbolique beaucoup dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Mark Carney a parlé énormément d'unité, a rappelé notre histoire. Bon, Carl semble avoir trouvé ça ronflant, probablement, hein, comparativement à ce qui s'est passé à Davos. Mais à la toute fin, les gens vont juger Mark Carney de ses résultats. Mais j'ai l'impression qu'il va pouvoir surfer un bon petit bout sur ce qu'il a fait à Davos, nonobstant la qualité ou peut-être, je ne sais pas, là, aujourd'hui, le discours était peut-être un peu plus endormant, mais ce qu'il a fait à Davos, ça a beaucoup marqué les gens. Peut-être, qui sait, il faudra surveiller les sondages. Ça lui permettra peut-être de remonter dans les sondages et peut-être même que ça aura séduit au moins 2 conservateur. Est-ce qu'il sera capable d'aller chercher sa majorité parlementaire? On le verra bien. Oui, parce que là, les travaux reprennent lundi. Vous avez raison de souligner qu'il en manque 2 maintenant parce que Chrystia Freeland a quitté, donc il en manquait seulement 1, mais là, on est de retour un peu à la case départ. Il manque 2 députés pour avoir cette fameuse majorité. Toujours sur le thème de l'unité canadienne, un des défis pour Mark Carney, c'est peut-être les relations avec l'Ontario qui se sont un peu dégradées depuis une semaine. On va entendre Doug Ford, qui n'a toujours pas digéré l'entente signée entre le Canada et la Chine qui va ouvrir la porte aux véhicules chinois, véhicules électriques au Canada. On va écouter M. Ford qui en a rajouté cette semaine. I feel it's just a terrible deal. It's a terrible deal for the auto workers. Everyone got something except Ontario. All we got is a massive threat of Chinese vehicles
that are coming here that are going to hurt every single auto sector worker. I wouldn't say I was critical of the Prime Minister. I was very, very disappointed, as my colleagues behind me are very disappointed not to get a phone call, not to get a text message. Alors, M. Ford, déçu que M. Carney n'ait pas pris le téléphone au moins pour l'avertir de ce qui se tramait. On sent qu'il y a comme une espèce de bris de confiance un petit peu qu'on n'avait pas depuis le début. Amanda, est-ce qu'on doit se préoccuper de ça, selon vous, pour M. Carney? Certainement, mais je pense que M. Ford fait ce qu'il a à faire avec protéger son sud-ouest de l'Ontario, certainement. Mais il y a toujours eu une bonne relation avec le Parti libéral fédéral, que M. Poilievre n'aime pas trop, mais quand même. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir une bonne relation, surtout l'Ontario, qui est très riche en sièges. Dans la région du Grand Toronto, ça peut faire ou défaire des gouvernements, faire la différence entre une majorité ou une minorité. Mais je pense que M. Ford, sa popularité, ça a été démontré de septembre à décembre, a baissé significativement l'an dernier de 41 à 34 et c'est toujours en baisse. Donc, le plus que ça va en baisse, le moins important que la relation est politiquement parlant, quand on parle de stratégie politique. Mais pour les Ontariens, c'est important que les deux aient une bonne relation pour faire de bonnes ententes entre eux. Donc, M. Ford qui a peut-être plus l'attrait autant qu'il ne l'avait. Carl, vous voyez ça comment? Est-ce que c'est un petit accident de parcours ou bien c'est peut-être un peu plus sérieux? Doug Ford en beurre épais, bien sûr. Il revestit sa cape de capitaine Ontario. On parle de 49 000 véhicules chinois là, sur à peu près 2 millions qui sont vendus au Canada, des véhicules neufs. Alors, c'est une petite goutte, une grosse goutte peut-être, mais c'est pas quand même la catastrophe. La menace américaine, la menace de Donald Trump de rapatrier les usines canadiennes aux États-Unis est beaucoup plus importante. Cependant, au niveau politique, Doug Ford a bien vu que ceux qui criaient fort, comme Daniel Smith, ont fini par avoir raison. Donc, il se met à crier lui aussi. Il ne va pas aussi loin, il ne menace pas de séparer l'Ontario du reste du pays, mais il frappe fort pour essayer d'avoir des résultats, peut-être des investissements dans l'industrie ontarienne pour tenter de montrer qu'il se bat pour les Ontariens. Donc, Mark Carney sera peut-être à l'écoute, on verra. Et ça se fait ça dans le contexte où Doug Ford était en froid avec Pierre Poilievre, mais là, on nous dit qu'il y aurait une tentative de rapprochement avec l'équipe de Doug Ford et de Pierre Poilievre, donc c'est à suivre. Oui, c'est ça. Il y a des gens du bureau de Pierre Poilievre qui a un nouveau directeur de campagne qui, semble-t-il, ont pris le téléphone pour tenter de rebâtir les ponts avec M. Ford. Émilie, est-ce M. Carney peut tourner le dos à l'Ontario? On a quand même besoin de cette province-là. L'Ontario, c'est la plus grosse province du Canada. Donc, je pense que la prochaine fois, Mark Carney, ne serait-ce que par son cabinet, devra peut-être mettre au courant, avant une entente ou quelque chose qui touche ou qui concerne de près l'Ontario. Et ça, c'est un cas de non-dit. Je comprends un peu la colère de Ford parce que c'est un cas d'un peu non-dit entre élus. Et pour l'avoir vécu, là, tu sais, à un moment donné, on s'avise là, quand il y a des coups qui sont sur le point d'arriver. C'est vraiment quelque chose qui est non dit, mais qui est là entre élus dans la relation. Donc, je comprends M. Ford là, d'avoir été frustré par tout ça. Ça va toujours mieux au Canada quand le premier ministre du Canada et le premier ministre de l'Ontario s'entendent. Ça demeure la province la plus populeuse et qui a le plus de poids politique également. Moi, je dis à M. Carney, là, c'est assez simple, ne serait-ce que par cabinet interposé, aviser M. Ford la prochaine fois s'il y a quelque chose qui le concerne. Ça va être moins de dommages après. Ouais. Là. Quand vous dites pour l'avoir vécu, auriez-vous aimé des fois recevoir un coup de téléphone de François Legault? Ou... Non, pas nécessairement. C'est que ça, on le vit de façon... tu sais, s'il y a un adversaire politique à un moment donné qui veut te rentrer dedans, des fois, c'est peut-être mieux qu'on essaie de se parler ou au moins, là, je sais pas, avise-moi. En tout cas, moi, je fonctionnais comme ça. Je disais, gars, avise-moi. On essaie de garder les relations bonnes entre les élus. Et surtout entre premiers ministres, là, je peux me figurer que c'est totalement compréhensible que M. Ford ait voulu savoir. Ça touchait sa province. Alors, c'est tout à fait humain qu'il ait voulu savoir de la part du premier ministre du Canada à l'avance qu'il y a un coup qui s'en venait. C'est une question de courtoisie élémentaire entre élus. Oui, en même temps, Doug Ford aurait pu lui aussi prendre le téléphone quand il s'est rendu compte que Scott Moe, lui, était du voyage puis que lui restait à la maison. Alors, c'est donnant-donnant comme ça dans les relations interprovinciales. On ne peut pas amener tous les premiers ministres partout et les satisfaire tous à la fois si on s'en rend bien compte. Au retour, on va parler de la course à la succession d'un premier ministre qui s'en va. François Legault, ça continue de s'activer au Québec. La
Coalition Avenir Québec a dévoilé ce matin les modalités de la course à la chefferie pour remplacer François Legault. C'est le 12 avril prochain qu'on va connaître le nouveau chef ou la nouvelle chef. Il y a des ministres qui sont en sérieuse réflexion. Il n'y a personne qui a sauté encore dans la piscine, mais on va vous les montrer. Christine Fréchette qui nous dit « Dans quelques jours, je vais vous annoncer si oui ou non j'y vais. » Simon Jolin-Barrette, même chose. Bernard Drainville aussi qui réfléchit sérieusement. Mais pendant ce temps-là, il y a des départs qui s'accumulent, des grosses pointures. Sonia Lebel, Geneviève Guilbeault. Émilie, vous voyez comment la suite des choses pour la CAQ? Est-ce que c'est un renouveau ou c'est un parti qui est peut-être en voie de disparition? C'est un renouveau, c'est un changement de garde complet qui a lieu à la CAQ. Présentement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens sur le téléphone. Il y a énormément d'effervescence. Il y a différents clans qui se forment. Donc, les gens se font appeler à savoir qui t'appuie pas. Les gens veulent sonder un peu les choses, mais définitivement, il y a un changement de garde. Je pense que ce sera un renouveau. C'est une façon pour le parti d'avoir un vrai débat d'idées, ce qui n'est jamais réellement arrivé, là, parce que le chef tenait ça très serré depuis 2011. Il y aura des franges plus nationalistes, moins nationalistes, plus économiques, moins économiques, et ça débattra sur un paquet d'autres sujets. Mais pour moi, c'est clair que ce sera un renouveau. Bien sûr, il y a toujours le bilan à porter du gouvernement, mais en politique, quand ça change de chef, habituellement, les gens sont à l'écoute à savoir ce que le nouveau chef ou la nouvelle chef a à dire. Donc, ça reste à voir, là, mais selon moi, en tout cas, il n'y aura pas nécessairement de disparition de la CAQ à la prochaine élection. Il y a encore un marché politique dans cette dualité de l'identité des Québécois qui sont à la fois Québécois, Canadiens, et ça place cette troisième voie-là, toujours pertinente entre les indépendantistes et les fédéralistes. On a entendu ça beaucoup, le besoin ou non d'une troisième voie au Québec. Carl, la suite des choses pour la CAQ? Oui, mais peut-être qu'on va réussir à sauver les meubles, là, à garder une présence à l'Assemblée nationale, contrairement aux projections actuelles qui montrent que la CAQ pourrait être rayée de la carte. Ceci dit, lorsqu'on regarde l'histoire, à Québec, l'Assemblée nationale, ça a été une histoire de bipartisme surtout. Et dans les années 30, l'Union nationale a fini par remplacer le Parti conservateur. Dans les années 70, c'est le PQ qui a remplacé l'Union nationale. Et là, bien, la Coalition Avenir Québec avait la possibilité de remplacer le Parti québécois, mais ils n'ont pas été capables de les éliminer. Et là, le Parti québécois est revenu. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place pour une troisième voie? Je pense que c'est là le problème. C'est qu'on en parle encore comme d'une troisième voie. Pas la première, pas la deuxième, mais la troisième. Et c'est là où on a un peu raté le bateau. Alors, on verra. Reste que l'histoire moderne du Québec montre qu'un premier ministre qui prend les rênes à 6 mois, 9 mois des élections, eh bien, c'est pas facile. Ça n'a pas fonctionné pour Pierre-Marc Johnson et ça n'a pas fonctionné pour Daniel Johnson. Non, on verra bien qui sera là le 12 avril prochain. Amanda? Oui, alors pour moi, c'est difficile de parler de renouveau complètement parce que les seules personnes qu'on considère, c'est des ministres qui sont liés à la hanche à François Legault, qui ont poussé qui ont poussé les politiques de M. Legault et de la CAQ qui étaient vraiment en chute libre dans les sondages dans la dernière année. Donc, ça ne laisse pas la place à d'autres gens nouveaux, du nouveau sang à prendre cette place-là. Donc, c'est difficile de voir, mais ça se peut avec une plateforme, avec des nouvelles idées, qu'il peut y avoir un renouveau. Donc, c'est pas impossible, mais ça devient quand même plus difficile quand c'est les mêmes personnes. Dans la course à la chefferie fédérale avec Mme Freeland et M. Carney, c'était vraiment difficile pour Mme Freeland, même si c'était elle qui avait donné le coup à Justin Trudeau. C'était difficile pour elle de se distancer de M. Trudeau, même après tout ce qu'elle a fait. Donc, les gens disaient non, on ne veut pas d'elle, c'est Justin Trudeau. On veut autre chose, c'est ça. Exactement. Donc, ça va être difficile si c'est des ministres. Absolument. Donc, la côte est raide pour la Coalition Avenir Québec. On va s'en reparler. Carl, Amanda, Émilie, merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Au revoir.